Bonjour, nous sommes sur la chaîne Perdition idéologique et nous allons continuer nos discussions sur les idéologies contemporaines. Nous vivons dans le monde des crises, les crises sont partout et on assiste aujourd'hui aux plus grandes crises de la démocratie, de la politique, de la culture et de l'anthropologie. Nous allons parler de l'histoire de ces crises avec Jacques Ternero, essayiste et documentariste français. Bonjour Jacques Ternero. Bonjour Yana. Je vais vous présenter brièvement. Vous êtes né en Algérie, dans une famille laïque qui cultivait l'amour de la France. Vous êtes resté en Algérie 2 ans après l'indépendance et vous êtes le témoin du basculement du pouvoir algérien dans la haine de l'Occident et dans la haine d'Israël. En juin 1967, vous partez comme volontaire travailler au kibbutz Bet Keshet. Kibbutz, c'est l'équivalent du kolkhoz soviétique, sauf que le kibbutz c'est en Israël, avec d'autres étudiants de Nanterre. Israël, à l'époque, a la sympathie de la gauche, avec cette image emblématique du post-communisme, des kibbutz, etc. La guerre d'Algérie, selon vous, a clivé très profondément la société française et change la donne et la perception du monde, surtout des jeunes. Vous êtes étudiant en philosophie à Nanterre en 68. Vous êtes aussi le participant du mouvement du 22 mars. C'est un mouvement étudiant français issu de l'extrême gauche libertaire. Donc, j'ai en face de moi l'homme de gauche qui a été le déclencheur de mai 68. C'est une époque qui est aux engagements dans les luttes anti-impérialistes. Vietnam, Amérique latine, Cuba, pourquoi pas Russie. Che Guevara est un héros mythique et d'ailleurs Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre foncent à la rencontre de ces personnages parce qu'ils sont très versés dans la lutte avec le capitalisme, l'impérialisme, la colonisation, etc. À l'université, en philosophie ou en sciences humaines, il n'y a plus de salut en dehors de la pensée marxiste et le communisme est le cadre dominant de cette pensée. J'ajoute que le cadre dominant de la pensée communiste reste aujourd'hui. On peut peut-être parler du post-communisme, on va y revenir. Je le dis parce que des sources fiables, c'est-à-dire du KGB, je sais très bien que au moins jusqu'aux années 60, il y avait des espions ou des représentants ou des informateurs du KGB pratiquement dans chaque fac française. Et selon l'entretien que j'ai écouté avec l'ancien espion russe Girnov, il dit que ça continue jusqu'aujourd'hui. Donc le communisme est bel et bien vivant. Vous devenez par la suite chercheur dans un laboratoire de sociologie politique du CNRS où vous vous spécialisez dans l'étude du racisme, de l'antisémitisme et de l'islam. En 1998, Le Monde vous consacre un article intitulé Jacques Ternero, un antifasciste à Troyes. Vous êtes auteur de plusieurs livres dont je cite les principaux, Le racisme, Les terrorismes, Mai 68, une révolution fiction, Le nom de trop. Vous êtes également le producteur des films co-réalisateur, des films Autopsie d'un mensonge. C'est un film qui porte sur le négationnisme et un grand film Décryptage que vous avez co-réalisé avec Philippe Bensoussan sur les représentations médiatiques d'Israël durant la seconde intifada. Je viens de dire que vous étiez l'homme de gauche. Je ne sais pas si vous l'êtes aujourd'hui, vous me direz ça. Vous étiez antifasciste très engagé contre le racisme et bien évidemment contre l'antisémitisme. Et ce n'est pas la même chose. Vous êtes depuis toujours un penseur, acteur engagé pour le monde meilleur, qui devient de plus en plus invivable. Nous le constatons tous les jours. Et c'est de l'évolution de l'histoire de ces idéologies que naguère vous avez défendu que je voudrais discuter aujourd'hui avec vous. D'où ma première question, puisque nous parlons de mai 68. J'ai entre mes mains le livre que vous avez écrit, justement, mai 68, la révolution fiction. Pourquoi j'en parle et pourquoi je commence par ce livre? Parce que je pense que toutes les idéologies contemporaines ont une histoire, bien évidemment, et on ne peut pas les comprendre si on ne les inscrit pas dans l'archive historique, historico-discursive. Et donc, vous avez exposé avec enthousiasme ce qui s'est passé pendant cette révolte, entre guillemets, de 68. Vous en étiez partie prenante, vous étiez à Nanterre à l'époque, et vous arrivez à la conclusion suivante dans le chapitre La pensée 68. Je vous cite. La mise à bas de l'appareil conceptuel qui avait balisé la pensée depuis le début du siècle s'accompagne de débordements destructeurs. On confond mandarina et culture, pouvoir et savoir, fascisme et esprit des lois. La radicalité des discours engendre l'outrance, faisant de l'outrage une vertu révolutionnaire, résumée par le calamiteux slogan « Il est interdit d'interdire ».
il est impossible de ne pas penser aux appels à la révolution permanente que nous entendons partout, notamment émanant de l'UPES ou le Nouveau Front Populaire, à l'insurrection ou encore à l'intifada, les appels que j'entends souvent à l'université et les étudiants de l'école normale entendent pratiquement tous les jours. Et donc ce sont les appels qui viennent de la gauche. Et c'est très difficile de ne pas se souvenir des événements de 68, parce que ce sont les événements qui ont mené dans certains pays aussi au terrorisme. L'occupation des FARC par les pro-palestiniens, les communiqués pour défendre le Hamas, et ceci à partir du 8 octobre, et qui viennent des syndicats universitaires, qui viennent aussi des profs de fac chez nous, les appels au soulèvement et les slogans qui interdisent aux sionistes de rentrer dans les facs que j'ai vus de mes propres yeux. Qu'en pensez-vous et quel est le rapport de ce que nous voyons aujourd'hui et la révolution, comme on dit, de mai 68? Jacques. C'est une question à multiples entrées que vous posez. Mais par rapport à votre introduction, au début de votre introduction, on dirait que vous avez parlé d'une époque qui se situe à des années-lumière du moment présent. Effectivement, aujourd'hui, on est devant un désastre intellectuel, culturel, moral, et puisque vous voulez qu'on parle de 68, il y a des slogans emblématiques de 68. Il est interdit d'interdire, ou jouir sans entrave. Il est interdit d'interdire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'idée de la loi, on la jette à la poubelle. Que la loi, c'est quelque chose d'oppressif, qui empêche de jouir. Or, justement, puisqu'il y a de l'interdit. Or, il faut jouir sans entrave. Et quelle est l'actualité immédiate, toute immédiate? Il y a eu le viol d'une petite fille juive à Courbevoie le samedi 15 juin, parce qu'elle était juive. Elle avait 12 ans. Et les violeurs avaient le même âge. Ils ont joui sans entrave. Ils se sont autorisés un crime abominable. Quand il y a eu la profanation du cimetière de Carpentras, où le cadavre d'un vieux monsieur juif a été retrouvé empalé, il y a eu 400 000 personnes dans les rues de France, avec le président de la République en tête, François Mitterrand. Et aujourd'hui, pour le viol d'une petite fille juive de 12 ans, au nom de la Palestine, il n'y a personne. Il n'y a eu que quelques petites manifestations regroupant des centaines de personnes à Courbevoie, 2 jours de suite, et puis un petit peu place de la République. Voilà où on en est. Voilà où on en est dans un pays qui prétend être cultivé, être le produit des Lumières, être issu de la pensée laïque, autant que de la tradition chrétienne, judéo-chrétienne. Et voilà qu'aujourd'hui, les abominations dont on a été témoin, ou ce qui a été proclamé après le massacre en Israël, le 7 octobre 2013, des foules de gens ont dénoncé Israël comme un État génocidaire. Ils ont dit qu'Israël avait commis des crimes contre l'humanité. Ils ont apposé le signe égal entre la croix gammée et l'étoile juive. On rêve, ou plutôt on cauchemare, devant des slogans pareils ou devant des équivalences symboliques aussi terrifiantes. Comment en est-on arrivé là? Alors, il faut faire la généalogie de tout ça. Dans les années 68-70, n'oublions pas, on est à l'époque où le monde est partagé en deux. Il y a d'une part l'Union soviétique et d'autre part le monde libéral dont les États-Unis sont porte-drapeau. Mais on est en pleine période de décolonisation. On est sorti de la guerre d'Algérie, on est sorti de la guerre d'Indochine, l'Inde a eu son indépendance, et voilà qu'il demeure la guerre du Vietnam. Et puis il y a des combats révolutionnaires en Amérique latine dont Che Guevara et Fidel Castro sont les héros. Et toute la jeunesse européenne
est à la recherche de héros. Dans sa mémoire supposée, il y a les héros de la résistance. Et ce sont des figures symboliques et morales. Et les jeunes qui sont nés après la guerre ont envie de retrouver cet héroïsme par procuration. C'est pour ça que je dis que j'y étais allé à la Mutualité au moment de la mort de Che Guevara pour pleurer le héros. Voilà, les héros sont de ce côté-là et les impérialistes sont de l'autre côté. Et au plan français, les héros sont bien évidemment ceux qui ont combattu le colonialisme français en Algérie, et les héros sont le FLN algérien et plusieurs intellectuels français, dont par exemple Pierre Vidal-Naquet. Je cite Pierre Vidal-Naquet parce qu'il a une importance dans la lutte contre le négationnisme, vont être du côté des Algériens. Mais ils ne voient pas simultanément qu'il y a dans la défense des peuples colonisés des outrances qui sont terribles. Dans le livre de Frantz Fanon, Les damnés de la terre. Les damnés de la terre, il y a une postface de Jean-Paul Sartre qui va beaucoup plus loin que Frantz Fanon et qui dit que la lutte de libération passe par la mise à mort du colon, de lui, de sa femme, de ses enfants. Celui qui le fait devient un homme libre. Et la guerre d'Algérie est cette période symbolique qui va coaguler, agglutiner un certain nombre de forces qui se disent « nous sommes les successeurs des héros de la résistance contre le nazisme ». À cette époque, dans les années 67-70, la place d'Israël est incertaine. L'image d'Israël est quelque chose de non précis, sauf chez des radicaux marxistes-léninistes qui ne lisent pas tout par ailleurs, puisqu'il y a à la même époque, en 1967, dans les temps modernes, un numéro spécial piloté par Sartre qui présente deux points de vue de gauche, des gens de gauche arabes et des gens de gauche israéliens et juifs, pour un échange, une discussion, la recherche d'une paix possible. Et personne ne s'en rend compte. Il y a un livre aussi qui est édité de Razak Abdelkader, qui est un descendant de l'émir Abdelkader. Arrière-petit-fils. Arrière ou arrière-arrière, je ne sais plus, petit-fils de l'émir Abdelkader, qui est le héros symbolique du nationalisme algérien. Mais vous savez qu'il y a eu des nationalistes algériens qui étaient partis après-guerre en Syrie et en Israël à la recherche de l'idéal communiste. Et Razak Abdelkader trouve que la plus belle incarnation de l'idéal communiste se trouve dans le kibboutz, tant et si bien qu'il va aller vivre au kibboutz et qu'il est enterré dans un kibboutz à côté du lac de Tibériade, du Kinneret. Donc Israël, c'est pas clair, il n'y a pas encore d'accablement d'Israël. Au contraire, la victoire israélienne de 1967 contre les armées coalisées arabes redonne une immense fierté. Contrairement à ce qu'avait dit Simone de Beauvoir, les Juifs n'ont pas été amenés à l'abattoir, ils ont pris les armes, ils ont combattu, et il y a eu dans les périodes des années 1964-65 deux livres qui personnellement ont structuré mon esprit. Le premier, c'est le livre de André Schwarzbart, Le dernier des justes, et le deuxième, c'est Treblinka, de Jean-François Steiner, la révolte juive des prisonniers, de ceux qui devaient être conduits à la chambre à gaz, contre les bourreaux SS. Voilà, j'avais d'une part cet antifascisme transmis par mes parents, qui cultivaient, mais qui adoraient en même temps la France du colonel Picard et d'Émile Zola au moment du procès. Un peu comme le père de Lévinas qui dit à son fils, voilà un pays qui est prêt à s'entretuer
pour défendre l'honneur et la vérité, c'est là qu'il faut qu'on aille. Ben, il y a eu de ça. Mon père avait été menacé par l'OAS en 1962 en Algérie. Il faut dire ce que c'est l'organisation de l'armée secrète. Qui était d'extrême droite colonie. Et il a été menacé aussi parce que, comme il avait rien de particulier à se reprocher par rapport au colonialisme, il était resté en pensant, tiens, on va vivre dans une Algérie indépendante. Mais en 1963-64, il a été menacé par des gens du FLN, parce que mon père avait été trésorier du fonds du Kéréna Yesod, je ne sais plus très bien, et voilà, il fallait plier balayage. Donc ils sont partis. Ils ont quitté aussi l'Algérie. Ce qui veut dire que je reviens à 1967, moment de la guerre des 6 jours. Je suis parti au kibbutz comme un nombre assez important d'étudiants juifs d'extrême gauche. Il faut dire qu'ils étaient la majorité des juifs dans les mouvements, dans le leadership des mouvements d'extrême gauche, que ce soit proche du Parti communiste ou bien dissident du parti. La LCR, souvenez-vous qu'on disait, la Ligue communiste révolutionnaire, c'est trotskiste, on disait pourquoi on ne parle pas yiddish au bureau politique, parce qu'il y a Daniel Ben Saïd qui ne comprend pas, il parle arabe. Alors que Krivine et Weber étaient héritiers de la culture yiddish. Il y a eu ce magnifique film qui s'appelle Les révolutionnaires du Yiddishland, qui rapporte cet itinéraire extraordinaire. Je vous interromps une seconde parce que il faut que les auditeurs qui nous écoutent comprennent pourquoi vous parlez d'Israël alors que je vous ai posé une question sur la gauche, parce que la gauche aujourd'hui a fait sa campagne sur la haine d'Israël. Donc en fait, c'est ce renversement que je voudrais bien que vous expliquiez. Dans les figures symboliques qui construisent l'imaginaire politique de gauche à la fin des années 70, il y a donc les pays qui l'incarnent, qui incarnent l'idéal révolutionnaire, le tiers-mondisme, machin, que ce soit en Amérique latine. Très vite, un certain nombre d'idéaux s'effondrent. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de la guerre du Vietnam, 1975, il y a les boat people. Donc, le Vietnam révolutionnaire de Ho Chi Minh n'était pas le paradis. Au contraire. Et puis, la découverte du goulag. On lit Solzhenitsyn. On a lu aussi le Mandelstam. On a compris que le paradis n'était pas à l'Est. Mais on l'a compris avec retard, tardivement. Et donc, il y a un manque d'incarnation de l'idéal révolutionnaire, de la cause juste, de la juste cause. Et bien évidemment, la Palestine vient s'inscrire dans une filiation de vertus révolutionnaires qui ont commencé par les révolutionnaires, trotskistes, ce sont les maoïstes. Et puis après, il y a eu le mouvement maoïste qui a célébré la fête révolutionnaire portée par Mao Tse-tung. On est en plein délire. Maria Antonietta Maciocci, qui était une grande intellectuelle des années 80, soutient, elle fait un livre qui s'appelle De la Chine et qui devient la Bible de la pensée de gauche à cette époque-là. Il paraît que le blé pousse plus vite avec la pensée de Mao Tse-tung que sans la pensée de Mao Tse-tung. D'ailleurs, Mao Tse-tung descend à la nage de Yang Tse-kiang beaucoup plus vite que normalement parce qu'il est le grand penseur. Donc on cultive un certain nombre d'inepties, de stupidités, et qui vont être défendues par, justement, un certain nombre d'éminents intellectuels, professeurs à l'école normale supérieure. Encore une minute. À cette année, je vous interromps parce que moi qui viens de l'Union soviétique de l'époque et qui connais bien l'histoire de ces mouvements dissidents, dans les mêmes années où les étudiants ici célébraient Mao Zedong je ne sais pas s'ils savaient que les camps de rééducation existaient et ce qui se passait au sein de ces camps, en Russie en même temps, en 1968, les dissidents sortaient sur la place rouge pour protester contre la colonisation par l'Empire soviétique de la Tchécoslovaquie. Ils allaient en prison, ils étaient battus, ils étaient renvoyés au goulag. Et c'est tout le contraire de ce qui se passe en Occident.
qui étaient, à mon sens, complètement aveuglés ou désinformés ou mal informés de ce qui se passait au sein de ces cultures dont ils défendaient les idéologies. Bien sûr. 1968, l'été 68, l'invasion de Prague par l'armée soviétique va être quand même un énorme déclencheur pour ouvrir les yeux sur la réalité du camp du bien. On a compris que le camp du bien n'est pas porté par l'Union soviétique. Mais néanmoins, ça n'est pas suffisant pour considérer que toute la pensée issue du marxisme et du léninisme est nocive et mauvaise. Au contraire, l'idée d'une gauche porteuse de toutes les vertus reste ancrée. En 1981, la gauche prend le pouvoir en France et le Parti communiste qui va participer au premier gouvernement de Pierre Mauroy s'appelle toujours le Parti communiste. On ne dit pas que ce mot est chargé d'opprobre, qui signifie aussi des crimes. On ne dirait pas la même chose s'il y avait sur la scène politique un parti fasciste ou un parti nazi. Cela appartient au camp du mal, alors qu'un parti dit communiste appartient au camp du bien. Et il y a toujours dans ce parti communiste un certain nombre de figures juives, communistes, Charles Fitterman, Jean Hellenstein, Henri Krasuki, le leader de la CGT, qui sont encore fidèles à l'idéal communiste. Mais dès cette époque, dès 1980-81, il y a un phénomène parallèle qui émerge. C'est le phénomène négationnisme. Il y a un obscur professeur de littérature qui dit, Robert Faurisson, qui dit « les chambres à gaz n'ont pas existé ». Et comme, du côté des libertaires, on se dit « ma foi, c'est une opinion comme une autre, il est interdit d'interdire, écoutons-la ». Et voilà que Faurisson va être défendu par des libertaires qui vont dire peut-être que les chambres à gaz n'ont pas existé. Et ce débat sur la réalité des chambres à gaz va occuper toutes les années 80-81, alors que simultanément et dans le même moment émerge à droite, à l'extrême droite, via Figaro Magazine interposé, à travers le rédacteur en chef qui s'appelle Louis Pauwels, toute une pensée néo-païenne inégalitaire, et même fondant des perspectives d'inégalité sociale sur une réalité biologique. Donc une biopolitique, un projet de biopolitique est défendu par des groupes comme Nouvelle École, comme Éléments, la revue de la Nouvelle Droite du Grèce, groupe d'études de recherche sur la civilisation européenne. Ça commence à émerger. Et voilà que ces éléments sont aidés par le discours négationniste qui, lui, s'abreuve aux sources libertaires il est interdit d'interdire. Dans le même temps, la cause palestinienne devient porteuse d'un certain nombre de vertus auxquelles croient les intellectuels de gauche et en particulier de nombreux intellectuels juifs. Il y aurait du côté palestinien une pensée émancipatrice, libératrice des femmes, libératrice des oppressions traditionnelles et qui refuse de voir la part islamique, conservatrice, réactionnaire, oppressive des femmes dans le discours pro-palestinien. Je fais un retour en arrière. Ces mêmes personnes ont refusé de voir dans le FLN algérien la part islamique qui était développée. Ils n'ont voulu retenir que la part anti-impérialiste. Et beaucoup plus tard, dans un débat qui avait eu lieu dans Libération, entre Pierre Vidal-Naquet et Pierre Nora,
Vidal Naquet dira qu'il n'a pas considéré suffisamment la composante islamique du discours nationaliste algérien. Et il le regrettait. Il a regretté de ne pas être lucide sur tout ça. Au nom de l'idée supérieure, morale, obéissant à une morale de l'émancipation et de l'idée de justice contenue dans ce mouvement-là. Tout ceci va faire son chemin. Donc, l'image d'Israël est blessée. Voilà que Israël, qui représentait le peuple des pourchassés, des humiliés, des détruits, devient vainqueur en 1967, avec en filigrane cette question. Ils sont vainqueurs de 3 armées arabes, de 4 armées arabes, et peut-être qu'ils n'étaient pas si faibles que ça. J'accélère. 1982, la première guerre du Liban. Un titre de témoignage chrétien. Journal né pendant la Résistance. Les Palestiniens dans Beyrouth, comme les Juifs dans le ghetto de Varsovie. Si les Palestiniens sont comme les Juifs dans le ghetto de Varsovie, ça veut dire qu'ils vont tous mourir. Ils vont pas mourir. La France va venir les aider et va exfiltrer l'OLP de Beyrouth pour les amener à Tunis. Et puis il n'y a jamais eu de projet exterminateur des Palestiniens. Attendez, Jacques, il faut bien rappeler que quand on parle de cette première guerre du Liban, ce qui surgit dans la conscience des gens, c'est Sabra et Shatila. Alors, il faut rappeler ce qui s'est passé à Sabra et Shatila. Ce sont les phalangistes chrétiens libanais qui ont massacré des gens dans le camp des réfugiés palestiniens. D'ailleurs, comme ils ne les massacrent pas aujourd'hui, mais ils ne leur donnent aucun droit. Mais ça, c'est aujourd'hui. Et donc, à l'époque, l'armée israélienne n'est pas intervenue. Mais c'était pas du tout les Israéliens qui étaient coupables de ce qui s'est passé. Et malgré cela, à l'époque, c'était Begin, me semble-t-il, le premier ministre d'Israël, qui était furieux de cette non-intervention, et Sharon était sévèrement jugé pour le fait de ne pas le faire. Ce sont les détails que le public occidental ne sait pas, ignore complètement. Et donc, quand on compare les Palestiniens avec les camps de concentration où il y avait des Juifs, il faut peut-être penser à ce que ce sont les Libanais qui les ont mis dans ces camps. C'est évident. D'ailleurs, les camps à côté de Damas, palestiniens, de Yarmouk, ont été massacrés, écrasés par Bachar Assad. Enfin, considérer aujourd'hui qu'un Bachar Assad qui a été réintégré dans la Ligue arabe, là on fait un saut historique assez important, est un ami des Palestiniens, c'est une blague. C'est un des plus grands massacreurs, une sinistre blague. C'est un des plus grands massacreurs d'Arabes. La guerre civile en Syrie a fait près de 400 000 morts. Il y a eu des exterminations de masse au nom de l'ethnie. Quand l'État islamique a contre-attaqué et les massacres des Yézidis, l'esclavage des Yézidis, bon, ça c'est le monde arabo-arabe. Revenons à... Ce que je veux dire, c'est que la figure symbolique d'Israël, comme étant l'Israël des kibboutz, est effacée. Il y aurait, à partir de 1982, et à plus forte raison dans les années qui suivent, la première intifada, puis la seconde intifada, l'image d'Israël se dégrade totalement parce que le peuple palestinien, si tant est que l'on arrive à préciser la pertinence de l'expression peuple palestinien, et là c'est un autre objet théorique, on peut y revenir, le peuple palestinien est un peuple martyr. Mais martyr de qui? Martyr de ses propres dirigeants. Il est le produit de l'incurie de ces dirigeants, qui ont pourtant été nourris, abreuvés d'aide occidentale, mais peu importe. Pourquoi est-ce que ceci se produit? Parce que je prends l'Europe et la France en particulier. À la fin de la guerre et dans l'immédiate après-guerre, l'Europe est coupable
elle se sent coupable. Elle se sent coupable d'avoir été le témoin passif du meurtre des Juifs. Et la France est coupable, se sent coupable de Vichy. Et il faudra attendre longtemps pour que l'on comprenne que les propos du général de Gaulle, attribuant à la France la qualité globale de résistant, est fausse. Un film qui s'appelle Le chagrin et la pitié, qui porte sur Clermont-Ferrand, montre que les résistants étaient peu nombreux par rapport aux collabos. Donc il y a une part de culpabilité dans l'imaginaire français. Et puis il y a une autre culpabilité, qui est la culpabilité par rapport à la guerre d'Algérie. On a torturé la Gégène, etc., en Algérie. Or, voilà qu'il y a, à 2000 kilomètres plus loin, un champ de bataille où des Arabes sont opposés aux Juifs israéliens. Ces Juifs israéliens, ce sont les représentants de ceux à l'égard desquels on éprouve une culpabilité. Mais voilà qu'ils font aux Palestiniens ce que nous, Français, nous avons fait aux Algériens. Algérien égale Palestinien, égale Arabe, égale victime. Tandis que Juif, ex-victime, est devenu bourreau. Il est devenu occupant. Maintenant, passons à l'Europe. Et pas qu'à l'Europe. 3 pays issus de l'axe de l'alliance nazi-fasciste, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, vont engendrer une génération et demie après la fin de la guerre comme rédemption de la culpabilité héritée du fascisme, des mouvements révolutionnaires d'extrême gauche, la bande à Bader, l'armée rouge japonaise et les brigades rouges italiennes, des mouvements gauchistes, révolutionnaires gauchistes, qui vont utiliser à moindre échelle, mais en tout cas avec les mêmes cibles, des actions de rédemption pour effacer la culpabilité de leurs parents, et ils vont avoir comme cible qui? Prenons en 1976 le détournement de l'Airbus d'Air France sur NTB. Ce sont des gens de la bande à Bader qui seront associés au FPLP de Georges Habash pour détourner l'avion. Et ils ne se rendent pas compte que leur geste va s'inscrire puisqu'ils vont trier entre les passagers. Les Juifs d'un côté, les non-Juifs de l'autre. Les Israéliens d'un côté, les non-Israéliens de l'autre. Et un ancien de la bande à Bader, qui s'appelle Hans Joachim Klein, aura cette remarque. Comme il y a eu à Auschwitz la rampe d'Auschwitz, à NTB, il y a la rampe d'NTB. On a trié entre les passagers. Et en tant que révolutionnaire allemand, dit-il, je ne peux pas participer à ça. L'ancien ministre allemand venu de l'écologie, Joschka Fischer, va faire une déclaration remarquable, va être le seul, à l'époque. Il est issu du gauchisme allemand. Il va dire, nous reproduisons à l'identique les gestes des nazis. C'est insupportable. Mais ça ne va pas déclencher beaucoup de réflexions dans le camp de la gauche. Le titre de Libération, le 5 juillet 1976, le jour de la libération des otages par Tzahal, c'est championnat du terrorisme, Israël en tête, avec un éditorial de Serge July, qui s'appelle Le temps des hypocrites, et qui dit que l'action menée à NTB était une action juste. L'action du FPLP était une action juste. Parce que le peuple palestinien défend sa cause, une cause juste. Donc on est dans l'aveuglement. Ça c'est 1976. Donc voilà les mécaniques, d'une part, entre les héritiers de ces 3 pays de l'axe, Allemagne, Italie, Japon, qui vont, en rédemption de la culpabilité, reproduire symétriquement
des gestes de ceux dont il voulait se débarrasser, et la France, en France, de quelle manière éponger la culpabilité de la guerre d'Algérie? Mais en distinguant dans cette reproduction par procuration à distance au Proche-Orient, en faisant d'Israël les nouveaux pieds noirs et en faisant des Palestiniens le peuple opprimé. Et voilà que pour aller au paradis de la gauche, il faut condamner ces Israéliens qui seraient par essence colonialistes, fascistes, réactionnaires, contre le progressisme porté par progressiste par nature, le monde arabe. Tout ceci est un château de cartes qui s'est effondré, d'ailleurs de lui-même, au moment des printemps arabes en 2011, je crois, et on a vu que toutes ces fantasmagories n'ont pas tenu la route. Mais on en paye le solde aujourd'hui, et il est terrible. Je veux dire encore une précision. Vous avez à l'école normale supérieure un professeur qui s'appelle Alain Badiou, qui est marxiste-léniniste, maoïste, pour l'éternité. D'obédience chrétienne, on dirait, dernièrement. Oui, qui a écrit en 1979 dans Le Monde un article qui s'appelait Kampuchea vaincra. Cet homme est professeur, comment on dit, honorifique, émérite, de quelle l'école normale supérieure. S'il avait été fasciste, est-ce qu'on aurait dit professeur émérite de l'école normale supérieure? Or, à l'école normale supérieure... La tradition continue. Aujourd'hui, on l'a vu. Alors, pour ceux qui nous écoutent, Kampuchea vaincra, ce sont les Khmers rouges dont il fait l'éloge. Exactement. C'est-à-dire que les pires tueurs, les exterminateurs, les génocidaires de leur propre peuple. Mais on voit que c'est une belle tradition et qu'elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte à Sciences Po, dans un état d'analphabétisme. On se demande ce qu'ils apprennent à Sciences Po. S'ils apprennent pas l'histoire, alors je sais pas, ils font quoi? Du dessin, des découpages. À Sciences Po, à l'école normale supérieure, dans les universités, mais dans les universités prestigieuses aux États-Unis, à Columbia, à Berkeley, où Madame Judith Butler, qui est l'apôtre, l'héritière de Jacques Derrida, et donc de la déconstruction, considère que les mouvements criminels qui ont torturé, brûlé, massacré le 7 octobre 2013 en Israël sont des mouvements progressistes. Et elle a été invitée triomphalement au Centre Pompidou récemment, et elle devait être invitée, mais on a trouvé quand même, ça faisait des ordres, à l'école normale supérieure. C'est un désastre intellectuel, ce à quoi on est confronté. Une question à ce propos. Bon, avant, je dois compléter quelque chose pour dire que la tradition est vivante. On sait qu'à l'école normale, pour chasser les sionistes hors, évidemment, des enceintes de l'école, c'était l'organisation Samidoun qui a été invitée. Et Samidoun dit ouvertement que c'est une filiale de FPLP, lequel FPLP est considéré comme organisme terroriste. Et pourtant, ils n'ont pas été chassés de l'école, ils continuent à publier sur le compte Instagram de l'école normale avec les affiches qu'on connaît. Donc ça, c'est le problème du droit. Donc peut-être on en discutera une autre fois. Je voulais vous poser une question sur la terminologie. Parce que vous avez plusieurs fois parlé du fascisme. Et c'est un terme qu'on utilise à gauche, à tort et à travers, à gauche et à droite. Le fasciste, toujours l'autre, dans la langue commune. Tout le sens historico-politique, idéologique est perdu, parce que si on parle de l'histoire du fascisme, c'est un mouvement idéologique qui est né à gauche, me semble-t-il. Vous en direz quelques mots. Et donc, quand on parle des fascistes aujourd'hui, nous entendons que tous les partis de droite, l'extrême droite, et je ne sais pas de quoi on parle quand on parle de l'extrême droite, et je le dis, je ne sais pas, en tant que linguiste et analyste de discours, et un autre sujet, parlent du fascisme de l'autre. Qu'est-ce que c'est que ce fascisme dont vous parlez dans ce que vous nous racontez? C'est un fascisme imaginaire. D'abord, qu'est-ce que c'est que le fascisme? Le fascisme, c'est une pensée profondément inégalitaire, d'abord, hiérarchisée, qui peut être hiérarchisée si elle est extrême dans le nazisme, au nom de la race, au nom d'une vision
raciale du genre humain. Elle est donc une hiérarchie inégalitaire qui cultive un chef. Et le chef est tout puissant. L'autre chose, c'est un projet qui est centré sur l'idée qu'il y a un peuple et un peuple qui reste à définir sur des critères historiques, un ancrage dans une tradition, dans une légende, dans des mythes qui le portent. Et c'est le cas, et c'est comme ça que les fascismes vont naître, qu'ils soient italiens ou allemands ou japonais. Ils vont cultiver l'idée d'un peuple ayant un patrimoine commun qu'il faut préserver à tout prix et qui doit cultiver avec les éléments, techniques, tactiques sont importants, par la force. C'est un mouvement, j'aurais dû le dire au début, totalement antidémocratique. Le fascisme n'a rien à voir avec la démocratie, et au contraire, il méprise la démocratie qui corrompt l'âme des peuples. L'âme des peuples, ça sera les mythes païens, les légendes, les contes et légendes de la Rome antique, dont le fascisme italien, au plan architectural, au plan de la sculpture, au plan des arts, va faire l'éloge, ou bien les Japonais, ça sera la même chose. Le fascisme japonais se considère comme éminemment supérieur aux autres peuples, et c'est au nom de cette idée de supériorité raciale qu'il y aura les massacres de Nankin, la colonisation de la Corée, le massacre impitoyable des prisonniers anglais en Indonésie, etc., etc. Donc le fascisme, c'est une pensée antidémocratique, inégalitaire et qui cultive la force. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y ait en France un parti fasciste et que soit candidat un parti fasciste. Et un parti d'extrême droite, c'est possible, mais le mot fascisme, dans la mesure où il joue le jeu électoral, il joue le jeu de la démocratie. Il faut arrêter qu'il y ait des casseroles vilaines dans le parti de Marine Le Pen, pour le nommer précisément, c'est évident. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'elle cultive une pensée fasciste. C'est faux. Oui, de toute façon, quand on dit que c'est un parti anti-républicain, c'est faux même du point de vue constitutionnel. Ça aurait été un parti anti-républicain, il aurait été dissous. Et bien sûr. Ah, donc tout ça, ce sont les abus du langage, à mon sens. C'est totalement les abus de langage. Une autre question, justement, qui me fait penser à ce que vous racontez à propos de la libération et le progressisme, on y arrive. Donc on regarde le mouvement de 68, qui exigeait de la libération, pas la liberté. Et quand on pose cette question, qu'est-ce que c'est que le mouvement de 68 aux étudiants, aujourd'hui, en master, à l'université, la plupart ne peuvent pas vous répondre. Seuls ceux des étudiants qui ont à peu près mon âge, un peu plus jeunes, disent c'est quelque chose qui est lié au mouvement de la libération de la femme. Ça, c'est le mouvement de 68. Je voudrais bien que vous répondiez à cette question. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais nous, aujourd'hui, on a vu venir dans les universités s'installer des idéologies que j'appellerais pas totalitaires, mais autoritaires. L'inclusivisme, l'antisionisme est une des idéologies fondamentales qui habitent l'université française. Vous avez l'écologisme, vous avez le décolonialisme, et donc ces idéologies convergent l'intersectionnalisme, bien évidemment, c'est l'intersection. Mais dont le dénominateur commun est la pensée woke qui vient des États-Unis. Oui, bien sûr. Mais je pense pas que ça soit uniquement ça. Je pense que ce sont des idéologies qui ont pu s'ancrer facilement en France parce que elles sont héritières du post-communisme. Et c'est un paramètre qui, en tout cas, saute aux yeux à ceux qui ont connu le communisme. Et pour ça, il faut avoir lu des livres. Et on se demande si la pensée actuelle des étudiants, que ce soit la pensée des étudiants, mais ça, je ne pourrais pas le dire. Je ne sais pas quels sont leurs outils conceptuels. Judith Butler, notamment, est un outil conceptuel parmi les plus importants et le plus conseillé. Mais il y a un mot qui est intéressant. On a parlé du libéralisme et du progressisme.
les gens qu'on voit aujourd'hui à l'université, et pourquoi à l'université? Parce que la plupart des idéologies qui traversent notre espace viennent du milieu intellectuel et formatent la conscience aidée par le discours politique et le discours médiatique dominant. Et donc, on parle souvent de l'émancipation. C'est un mot que j'ai entendu toute mon enfance, parce que évidemment le communisme s'émancipait de l'Occident, du capitalisme, de l'impérialisme, etc. C'est un mot qui est inscrit noir sur blanc dans les textes, certains textes de Marx. Eh bien aujourd'hui, quand on écoute LFI et Mélenchon, qui viennent souvent voir les universités et les étudiants, ils parlent de l'émancipation. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de l'usage de ce terme? Parce que c'est toujours l'émancipation utilisée de manière absolue. On ne sait pas de qui il faut s'émanciper, ni de quoi aujourd'hui il faut s'émanciper. Et donc, c'est un terme qui désigne une réalité très abstraite. Bien sûr. Et alors, qu'est-ce que vous en dites? Parce que si l'émancipation, c'est le soutien au Hamas comme mouvement émancipateur de la condition féminine en particulier, je pense que le Hamas devrait revoir sa copie, et Mélenchon la sienne. Car comment peut-on parler d'émancipation alors que voilà un mouvement, et ce qui est dans sa nébuleuse, qui est un mouvement oppresseur des femmes en particulier. Comment une Judith Butler, qui est la reine de l'émancipation de la femme, ou du genre, puisqu'on ne sait plus qui est qui, en tout cas de ceux qui veulent adhérer à un genre qu'ils ont choisi. Ça, c'est encore un aspect. C'est un autre aspect. C'est une sous-catégorie. Oui. Mais comment est-ce qu'on peut imaginer que les mouvements qu'elle soutient comme étant progressistes, c'est elle qui l'a dit, Hamas et Hezbollah sont des mouvements sociaux émancipateurs, alors que ce sont des mouvements très profondément réactionnaires. Et alors, en ce qui concerne le Hezbollah, qui est directement inspiré par l'Iran, combat les femmes iraniennes qui veulent s'émanciper de la tutelle des mollahs. Ces femmes iraniennes qui sont assassinées parce qu'elles n'ont pas bien mis leur voile. Et c'est ces gens-là dont on va dire qu'ils sont libérateurs de la condition féminine ou libérateurs du genre humain. Enfin, c'est tellement énorme et grotesque, c'est même pas la peine d'analyser plus loin. Comment est-il possible, de la part d'un Mélenchon, qui prétend être du côté de la laïcité, et dans son cas, d'une pensée agnostique, comment peut-il à ce point soutenir des mouvements qui sont totalement piétistes de la pensée islamique? En quoi, si on considère la religion, tous ceux qui croient dans le Christ seraient-ils des réactionnaires, alors que ceux qui croient dans Allah seraient des progressistes? Il y a quelque chose de délirant là-dedans. Et ce choix correspond essentiellement à des attirances politiques. Les islamistes sont du côté anti-israélien, ceux qui combattent les islamistes, les Israéliens et les impérialistes sont du côté réactionnaire. Le clivage, au fond, est fondamentalement politique. Mais voir quoi que ce soit prétendant à l'émancipation et à la libération du côté islamiste est un contresens total. Il suffit de regarder la réalité. Les homosexuels en Iran, on les jette du haut des immeubles, ou on les pend au bout d'une grue. Et voilà le mouvement émancipateur soutenu par les progressistes du Hezbollah. Je vais vous contredire en parlant des membres de cette communauté LGBT. Ce qu'on entend souvent, oui, comment peuvent-ils soutenir Hamas, Hezbollah et tous ces mouvements génocidaires? Eh bien, parce qu'ils appartiennent, je vais faire l'avocat du diable, en quelque sorte, parce qu'ils appartiennent, ils ne raisonnent pas comme nous, ils ne raisonnent pas de cette manière. Ils s'inscrivent dans un mouvement idéologique intersectionnel, c'est-à-dire qu'ils se considèrent comme victimes d'une oppression dont il faut s'émanciper. Et comme vous venez de le dire,
en disant algérien égale palestinien égale arabe égale victime, eh bien, eux raisonnent de la même manière. Ils sont victimes de la société patriarcale qui les opprime. Les autres sont victimes, créées par le discours, bien évidemment, de l'oppression coloniale. Et donc, nos LGBT pensent qu'ils soutiennent la cause juste. Et que ailleurs ils vivent selon leur culture, ils justifient ça par le relativisme culturel. C'est tout à fait leur droit de nous jeter du haut du toit, puisqu'ils considèrent que ça fait partie de leur culture. Nous allons les soutenir parce qu'ils sont opprimés. Donc je fais le raisonnement à leur place, parce que sinon on n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne. Ce n'est pas parce qu'on les jette du toit, et ils le savent peut-être aujourd'hui mieux qu'avant, parce que on en parle, mais ils continuent à donner la primauté au statut de victime qu'est la réalité. Parce que vous savez que si la réalité ne correspond pas à l'idéologie, c'est qu'elle a tort, la réalité. Bien sûr, il faut dissoudre la réalité, comme le peuple quand il vote mal. Oui, Pascal Bruckner a fait un livre admirable sur la juste cause des victimes. Quand on est victime, on a raison. Voilà. Eh ben, un certain nombre de victimes n'ont pas eu raison. Elles sont victimes d'un ordre totalitaire, et dire, comme certains LGBT, que ceux qui pendent justement des homosexuels ont raison de le faire au nom de leur culture spécifique, ça veut dire qu'ils sont prêts à aller se faire pendre par des islamistes. Il y a eu un certain nombre de petits films de pastiche faits par des étudiants américains qui étaient remarquables à ce sujet, où on voyait des étudiants LGBT qui applaudissaient des gens du Hamas qui leur disaient « Mais après avoir tué les Juifs, c'est vous qu'on tuera. Bravo, bravo, disaient-ils. » Mais souvenez-vous de ce livre d'Arthur Koestler, Le Zéro et l'Infini, où le personnage du roman fonctionne exactement de la même manière. C'est un ancien communiste qui a été mis en prison car les purges ont commencé. Il préfère mourir pour l'idée. Il pense que le parti est juste, même en le mettant à mort. Pour l'idée. Donc, dans le procès de Moscou, on a fait dire à des accusés et qui ont été tués. Les accusés ont reconnu leur tort. Ils ont reconnu avoir enfreint la vérité portée par le Parti communiste d'Union soviétique. C'est évident. Mais il suffit de lire les mémoires de Léopold Trepper, le chef de l'Orchestre Rouge, quand le Parti communiste d'Union soviétique lui demande de se soumettre, puisqu'elle est envoyée en Palestine comme agent soviétique, de se soumettre aux ordres du Parti communiste palestinien, il dit, mais alors, je dois me suicider. En fait, ce que vous me demandez, c'est un suicide délibéré. Par ailleurs, les membres du Parti communiste palestinien à l'époque, du côté arabe, il n'y en a quasiment pas. La plupart sont juifs. Tout comme les procès de Moscou, comme les procès des blouses blanches, les premières victimes ont été les juifs qui ont pourtant joué le jeu du communisme. Ceux qu'on va envoyer au goulag massivement, ce seront des juifs qui commencent à comprendre que Staline n'est pas aussi universaliste que ça. Revoyez le film de Michael Prazan sur le goulag. Une citation de Marcel Gauchet à propos du progressisme. En termes de communication, donc on voit bien les avantages de cette notion. Qui n'est pas progressiste dans la société où l'on vit? Et en même temps, c'est une notion clivante qui peut servir d'arme de combat pour désigner ceux qui ne sont pas progressistes, c'est-à-dire les réactionnaires, les conservateurs qui, par définition, dans un monde ordonné par le changement, ont mauvaise presse. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a tout à fait raison, Marcel Gauchet. Le mot progressiste est un mot magique. Il est du côté de la vertu. Il est du côté du bien. Il y a le camp du bien contre le camp du mal. On pourrait, pour pasticher la formule, dire mieux vaut être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Mieux vaut être progressiste plutôt que réactionnaire. Mais quand le progressisme a comme habit de vertu le goulag, ou bien la guillotine de Robespierre,
eh ben, il faut reconsidérer la valeur morale de ce mot. C'est une imposture. Je ne sais pas ce que veulent dire ces mots. Je ne sais pas ce que veut dire le mot de gauche aujourd'hui. Vous qui étiez de gauche. Oui. Je vais dire, ça ne signifie plus rien pour moi. Au regard de l'évolution des réalisations concrètes de ces mots. Si la gauche, c'est le goulag, ou l'oppression des Khmers rouges, ou l'oppression du Hamas, même contre l'OLP, à Gaza en 1977, quand le Hamas prend le pouvoir à Gaza contre le Fatah, c'est en 1987, Ils les ont liquidés. Oui. Et ils les ont liquidés au nom de quoi? Au nom d'une idée plus émancipatrice de la cause palestinienne et du peuple palestinien. Voilà où on en est. On est dans une période de confusion totale. Et puisque vous êtes linguiste, vous comprenez que le signifié a fréquemment peu de rapport avec le référent. Avec le référent. Et voilà où on en est, dans un état de confusion mentale. Voir ces images à Sciences Po de tous ces jeunes gens, jeunes filles surtout, qui se prenaient en photo et qui étaient ravissantes avec leur caissier, vous dites, mais qu'est-ce qu'elles ont dans la tête? Vers quel abîme elles se suicident? C'est un suicide intellectuel. Mais c'est comme ça. On en est. Lisez Kessler. Il faut lire Kessler. Ou il faut lire George Orwell. Bien évidemment, on est dans la vérité, elle est là. Elle est du côté de ces gens qui ont eu le courage de dénoncer ces impostures idéologiques. Il suffit de relire. Mais je relisais il y a pas longtemps les textes de Joseph Kessel, les premiers reportages de Joseph Kessel, écrits au moment de la guerre d'indépendance d'Israël. C'est tellement extraordinaire. Ce dans quoi les premiers pionniers juifs des kibboutz ont cru. Parce qu'ils étaient très souvent, très communistes. Très, très communistes. Ils avaient comme référent intellectuel et théorique Rosa Luxembourg, Marx et Lénine. On construisait un socialisme émancipateur. Merci beaucoup, Jacques. Je voudrais bien terminer par une blague juive. C'est inévitable parce que ça me fait penser, et c'est une blague optimiste. Elle montre qu'on peut changer la vision du monde et peut-être faire l'appréciation de son passé critique. Un juif soviétique, russe, est en train de partir en Israël. Et il va dans une boutique où il y a des portraits des grands leaders du monde. Et donc il dit, voilà, donnez-moi s'il vous plaît ce portrait de Staline, ce portrait de Lénine, ce portrait de Mao, ce portrait de Che Guevara et ce portrait de Ho Chi Minh. Et le vendeur lui dit, mais pourquoi vous avez besoin de ça? Excusez-moi, c'est indiscret, mais vous partez en Israël. Il dit, oui, je suis en train d'ouvrir le centre de tir. Merci, Jacques. Je peux raconter une autre blague? Bien sûr. C'est monsieur Biderman. Il est tailleur et il vend des pantalons et des costumes dans le 12e arrondissement. Et puis récemment, dans sa boutique, il y a un arabe qui rentre avec un grand couteau et qui crie « Allah est le plus grand !» Et monsieur Biderman lui dit « Mais ne vous mettez pas dans cet état, monsieur. Nous avons toutes les tailles. » Cette manière de conjurer le pire par l'humour, qu'est-ce qu'on aimerait le voir chez les gens d'en face? On en parlera dans une autre émission. Merci beaucoup. Merci à vous.